J'aurais beaucoup aimé vous parler de pâtisserie, mais bon, ce sera pour une autre fois. J'aurais aimé vous parler de manga aussi, mais aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur, comme l'a dit Geneviève Sicotte, sur la manière dont le numérique se vit au quotidien, notamment du point de vue de la réception et de la production de textes et d'images, qui se retrouvent liés de manière particulièrement serrée, justement à cause du numérique. Donc inévitablement, le web occupera une grande place dans cette intervention, car il s'agit raisonnablement du support qui possède et procure la plus grande accessibilité concernant la circulation de textes et d'images à l'heure actuelle. Donc je ne vous apprendrai rien en proclamant que ces deux processus, la production et la réception, se trouvent immensément facilités sur le plan collectif par le numérique et se renforcent l'un et l'autre en un cercle que l'on peut dire vertueux ou vicieux selon les avis. Chacun peut aisément créer des images ou des montages numériques et les diffuser, mettre un texte en ligne, créer une vidéo ou une animation et la partager. Ceci mène bien sûr à une prolifération de textes et d'images qui, à leur tour, sont perçus et influencent ainsi la production à venir. Les partisans du cercle vertueux diront que la création facilitée, la diffusion accentuée des idées, l'accès sans effort à toute l'information que l'on puisse désirer chercher, ne peuvent être que positives, permettent une meilleure pollinisation croisée des idées grâce à l'accessibilité et à la circulation accrue. Les autres diront au contraire que l'accessibilité est excessive, que l'absence de filtrage conduit à une surprolifération de textes et d'images qui finissent par déborder les possibilités de faire du sens à partir de cet amalgame. Donc j'imagine que ces deux arguments vous sont connus. Et c'est justement la tension entre ces deux pôles et sur l'imaginaire qui en découle que j'aimerais examiner très rapidement aujourd'hui. En commençant par regarder la manière dont les modes de production que sont la création, le bricolage et surtout la manipulation, sur laquelle je vais plus me concentrer, entrent en jeu. Assez tôt, me préparant pour aujourd'hui, je me suis rendu compte que la terminologie que j'ai choisie, finalement, est un petit peu problématique. Donc on peut chercher à définir très très sommairement et très imparfaitement la création comme, disons, la mise au point d'une œuvre originale. Et par opposition, le bricolage, dans le sens où Michel de Certeau notamment emploie ce terme, consisterait plutôt à partir d'une œuvre préexistante et à se l'approprier en y ajoutant d'autres éléments. Donc on voit tout de suite où se situe le problème, c'est-à-dire dans la délimitation de ce qui serait original. Donc quand on considère tout ce qui est pastiche, adaptation, référence passagère, parodie, hommage, collage. Donc on voit autant de formes d'inter ou de transtextualité qui résultent d'un bricolage, mais aussi également d'une part de création. Bon, je fais un petit peu vite pour respecter le temps imparti. Mais donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la distinction entre création et bricolage est invalidée ou est-ce que plutôt elle n'est pas nécessaire pour que le concept de bricolage puisse apparaître et endurer tel qu'il le fait aujourd'hui? Mais comme je vous l'ai dit, je voulais surtout parler du troisième mode que j'ai mentionné, donc la manipulation. Donc, dans le premier sens qu'on pourrait lui donner, celle-ci consisterait à prendre une image ou un texte et à l'altérer, le modifier. Donc ici encore, on voit un lien assez proche avec le bricolage. On pourrait même dire que la manipulation est inclue dans ce dernier. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est ajouter un autre sens à la manipulation, donc à savoir qu'il ne s'agirait pas uniquement de manipuler le texte ou l'image, mais également de manipuler un public précis et encore plus un réseau. Et c'est à ce niveau-ci que le numérique, à mon avis, intervient. Donc, en l'espace de 5 minutes, il est difficile de parler très concrètement, de donner les exemples qu'il faudrait, mais comme je l'ai mentionné en commençant, lorsqu'on parle de production et de réception numérique, le réseau qui vous vient le plus spontanément à l'esprit serait le web. Il est difficile, bien sûr, de dresser un portrait global de la production de textes et d'images sur le web, même en se limitant à la production amateur dans le cadre d'une étude sur le quotidien, car tout s'y trouve et, comme vous savez, sans grand effort, on trouve de tout, de la politique à la pornographie, en passant par la poésie. Mais du moment que l'on décide de se concentrer sur le web, on peut alors toucher à une distinction importante, à savoir le fait que l'on met quelque chose en ligne afin que cet objet soit vu par d'autres. Et c'est ainsi que le terme manipulation obtient le sens double que je cherche à lui attribuer aujourd'hui. Donc manipulation de l'objet, certes, mais également manipulation d'un public ciblé et qui, de surcroît, se sait ciblé et manipulé. Le mode manipulation prend encore davantage d'ampleur lorsque l'on considère qu'une grande partie des textes et images générés s'inscrivent dans un courant collectif. Donc là, l'exemple qui se présenterait le plus spontanément à l'esprit, ce serait celui des mèmes. Donc j'avais quelques exemples
donc les mêmes Internet. J'avais quelques exemples à vous mentionner. Bon, pour faire bref, j'imagine que vous avez tous plusieurs exemples qui vous viennent en tête spontanément. Et peut-être que justement ces exemples vous semblent peut-être potentiellement un petit peu superficiels. Souvent, ce sont des mèmes qui sont créés dans un but humoristique. Mais on peut en parler plus tard si vous voulez, mais il y a aussi des mèmes qui ont une portée plus sociale, plus engagée, plus politique. Donc cette dimension existe aussi. Mais au-delà de la valeur ou non de la production de textes et d'images sur le web, ce que je cherche surtout à illustrer par l'exemple donc très sommaire des mèmes Internet, c'est le caractère foncièrement autoréférentiel de l'imaginaire populaire numérique. Il s'agit d'un imaginaire qui se sait collectif et qui de plus évolue en fonction du fait qu'il se sait collectif. On pourrait peut-être objecter que ceci pourrait s'appliquer à tout ce qui est considéré comme populaire. N'est-ce pas en effet le propre du populaire que d'être constitué d'éléments qui sont justement référençables par tous, ou du moins par une majorité qui se les a appropriés ? Le mode manipulation, dans cette perspective, a toujours existé. La différence est que ce mode a été exacerbé par la combinaison du numérique et du web et est passé en quelque sorte à la vitesse supérieure, conséquence de l'accessibilité accrue. C'est maintenant l'imaginaire lui-même qui est non seulement appropriable, mais directement manipulable. Oui, ok, je vais faire très très vite. Bon, j'avais encore des... Non, en fait, ce dont je voulais vous parler très rapidement, j'avais lu un texte complètement par hasard, et même pas dans le cadre de mes recherches, de John Berger, qui parlait plus spécifiquement de la photographie. Et en fait, c'est un texte de 1978, et déjà à l'époque, John Berger s'inquiétait de l'omniprésence de l'appareil photo et de ce que ça signifiait pour la portée et le rôle justement de la photographie. Donc il y avait un parallèle intéressant que déjà à l'époque, en 1978, on s'inquiétait que l'accessibilité pouvait mener quelque part à une dégradation des images qui étaient disponibles. Et ce que Berger proposait comme solution à l'époque, c'était de se concentrer plus sur la notion de réseau. Donc ce que j'aurais proposé donc, dans cette intervention, c'est... moi, je change le thème. Donc, justement, examiner plus le réseau que les œuvres individuelles et donc parvenir à recentrer, sinon l'imaginaire numérique, du moins des portions de ce dernier. Et justement, comme je l'ai mentionné, que beaucoup des images et des textes qui sont mis en ligne sont créés en fonction les uns des autres et s'inscrivent donc automatiquement dans une logique de réseau, ce serait une perspective qui permettrait en quelque sorte de re-responsabiliser les images et les textes produits dans cette perspective. Donc très sommairement, c'était la conclusion à laquelle je voulais en arriver.